Merci. Donc, bonjour tout le monde. Cette deuxième séance, effectivement, je voudrais la consacrer à ce que j'ai intitulé sur le résumé la révolution cladistique. Et avant de réellement commencer de vous expliquer l'importance de cette révolution cladistique, quelques points sur les conclusions auxquelles on était arrivé samedi dernier. Donc je vous avais donné les grandes lignes de l'émergence du concept de classification naturelle. Et cette classification naturelle, unicité de la classification naturelle, eh bien, le sens, disons, moderne de cette classification naturelle va émerger après les travaux principalement de Charles Darwin, qui va expliquer que les espèces descendent les unes des autres et qu'il y a une histoire de la vie sur Terre, que cette classification naturelle, s'il n'y en a qu'une, eh bien, cette classification naturelle doit refléter l'ordre de la nature et que cet ordre de la nature est en fait l'ordre de l'histoire de la vie. C'est-à-dire que Darwin va proposer, dès 1859, le concept extrêmement important qui est, s'il y a une classification à réaliser au niveau des organismes vivants, eh bien cette classification doit être, comme il le dit, généalogique, c'est-à-dire refléter les relations de parenté. Le concept d'homologie que je vous avais défini la semaine dernière va être un concept clé, étant donné que ce concept d'homologie signifie que deux caractères sont homologues, deux organes sont homologues, s'ils sont hérités d'un ancêtre commun. Conclusion, si on réussit à trouver les caractères homologues, on va réussir à trouver les relations de parenté. Si on trouve les relations de parenté, on va pouvoir faire une phylogénèse. Si on fait une phylogénèse, on va pouvoir faire une classification généalogique, suivant le terme de Darwin, que maintenant on appellerait plutôt une classification phylogénétique. Le terme de généalogique étant un terme actuellement réservé exclusivement, principalement à l'espèce humaine ou aux mammifères, quand on suit les descendances au sein de différentes familles. Alors, en fait, cette révolution darwinienne va prendre, j'allais dire, tout son sens avec l'importance de la génétique, cette génétique qui se met en place, comme je vous disais samedi dernier, à partir du début du XXe siècle, avec une importance considérable vers les années 1920, avec d'une part cette génétique morganienne, d'autre part cette génétique des populations qui s'installe, qui prend tout son sens et qui est vraiment quelque chose qui devient extrêmement performant. C'est considéré comme une discipline à part entière de la biologie. La rencontre des idées de Darwin et la rencontre de la génétique va donner cette théorie synthétique de l'évolution. Cette théorie synthétique de l'évolution qui, comme je vous disais, est mise sur pied par différents biologistes, principalement à l'Université de Columbia à New York, juste avant la guerre, pendant la guerre et un petit peu après la guerre. Et les idées clés liées à la génétique des populations, liées à la spéciation, vont être utilisées pour forger une zoologie, une botanique, une paléontologie évolutive. Pourquoi on l'appelle le terme, quelque chose que je n'ai peut-être pas précisé samedi dernier, je ne me souviens plus, mais théorie synthétique de l'évolution, c'est une très mauvaise traduction française du terme anglais, le synthétique voulant dire qui fait une synthèse. C'est plutôt une synthèse théorique de l'évolution qu'il faudrait dire, hein, parce que synthétique en français a l'air de vouloir dire quelque chose plutôt artificiel, de construit. Alors, les idées au niveau de cette théorie synthétique de l'évolution
vont être clés. Et je voudrais maintenant prendre les, disons, 10 premières minutes de cette conférence pour vous donner les quelques éléments liés à la théorie synthétique de l'évolution qui vont être importantes vis-à-vis de la paléontologie et vis-à-vis de la classification. Et je vais faire exprès de prendre les éléments qui sont les éléments, j'allais dire, qui sont les plus délicats à manipuler, ceux qui vont être remis en cause, en particulier par la révolution cladistique. Alors, avant de commencer réellement, je voudrais d'une phrase vous dire quelques phrases d'épistémologie, si vous voulez. La science avance pas à pas, par bond, et la science avance principalement par réfutation des erreurs des anciens. Donc, je vais vous donner quelques éléments qui sont liés à des erreurs réalisées par ces grands biologistes qui ont mis sur pied la théorie synthétique de l'évolution. Surtout, ne croyez pas, peut-être que dans le feu de l'action, j'aurai des phrases peut-être un petit peu difficiles, mais ce n'est pas parce que je vais dire, voilà, on va corriger les erreurs de biologistes des années 1950, que bien évidemment, je ne reconnais pas la qualité de leur travail. Ce qui veut dire que dans ce que je vais vous raconter qui est moderne, eh bien, quelqu'un qui viendra dans 30 ans à ma place dira, ben voilà, regardez un peu les erreurs qu'il faisait. Alors, je vais commencer principalement par vous essayer de vous mettre, j'allais dire, dans le bain intellectuel de l'époque. Et ce bain intellectuel de l'époque, je vais l'illustrer de cette manière-ci. Voilà le facsimilé, enfin la photocopie de la page de titre de la première édition de l'origine des espèces. Cette première édition de l'origine des espèces, vous voyez, si je traduis, sur l'origine des espèces, by means of natural selection, par le moyen de la sélection naturelle, et il y a un sous-titre qui est très important, ou de la préservation des races favorisées, in the struggle of life, for life, dans le combat pour la vie. Retenez ce que nous venons de traduire, et voici la page de titre de la première édition française, une traduction réalisée par Clémence Royer, 1862, vous voyez, 3 ans après, c'est assez rapide. J'attire votre attention sur le fait que c'est la traduction de la 3e édition. Juste au passage, un point important quand même. La première édition de l'origine des espèces, donc à Londres, a été épuisée en une journée. Une journée. Il n'y avait plus un seul livre. Tout le monde l'attendait. En une journée, il n'y avait plus de bouquin. Donc vous voyez, on savait qu'il y avait quelque chose d'important. Il y avait les communications à la Société Linnéenne, à la Royal Society. Et bon, donc 3e édition, la traduction. Alors, si vous vous souvenez du sous-titre, maintenant regardez. De l'origine des espèces ou des lois du progrès chez les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle une traduction littérale, si vous êtes d'accord avec moi. Vous voyez que ici, naturellement, c'est quelque chose qui serait plus possible, mais j'attire votre attention sur un point clé, les lois du progrès. Vous voyez qu'ici, on retrouve une idée que je vous ai un peu donnée la semaine dernière, c'est l'échelle des êtres. C'est-à-dire qu'on imagine une échelle de complexité avec des organismes simples, des organismes plus compliqués, plus évolués, plus avancés, et on va vers un progrès. Naturellement, vous imaginez bien qu'avec un sous-titre pareil, qui on met en haut du progrès, bien évidemment, c'est l'homme. Donc, vous voyez que cette traduction assez incroyable de ce sous-titre va nous amener à mettre en évidence un point clé qui va être une notion d'évolution vers le progrès,
une notion d'évolution vers la complexité, avec, entre guillemets, à chaque fois que quelque chose de nouveau se passe, quelque chose au niveau de l'histoire, ce sera, entre guillemets, quelque chose de mieux. Alors, ce concept va avoir un retentissement, comme je vous disais, sur la manière dont les fossiles vont être utilisés et dans la manière dont la classification va être faite. Alors, le premier point, l'utilisation des fossiles. L'utilisation des fossiles, j'allais dire que lorsque, au niveau de la théorie synthétique, je parle maintenant de la théorie synthétique, lorsqu'au niveau de la théorie synthétique, eh bien, il y a eu cette espèce de brainstorming qui s'est passé à Columbia, eh bien, les biologistes, j'allais dire, ont voulu trop en faire. Ils ont voulu, sur les arbres phylogénétiques, tout mettre. Les ancêtres, les fossiles, les relations de parenté, les adaptations évolutives, ils ont voulu tout mettre, ils ont voulu montrer que tout était explicable à l'intérieur d'un arbre évolutif. Alors ça va donner des choses comme ceci. Voilà. Ça, c'est un travail, je vais dire, de Simpson, l'un des principaux paléontologues des vertébrés qui a été à l'origine de cette théorie synthétique de l'évolution. J'attire votre attention sur le fait que ce genre de schéma, on va les trouver jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 75. Quand j'étais à l'université, c'est ça qu'on me présentait. Pour que vous compreniez bien l'importance des difficultés d'explication évolutive qu'il y a avec ce genre de schéma, il faudrait que vous compreniez qu'ici, il y a une différence entre l'idée de Darwin, qui est on recherche les relations de parenté, rechercher les relations de parenté, c'est-à-dire, j'allais dire les relations de cousinage, si j'exprime les choses de manière un peu plus imagée, alors qu'ici, on va mettre en place des relations de descendance. C'est-à-dire que regardez ce qui se produit, ce que vous avez sur ce schéma. Si vous regardez ce que vous avez en haut, vous avez les 5 classes classiques que vous avez au niveau des vertébrés. Les mammifères, les reptiles, les amphibiens, et ici, vous avez les poissons, les poissons et puis les cyclostomes ici, dont je ne parlerai pas. Regardez ce qui vous est présenté. Il vous est présenté des relations phylogénétiques. Bien évidemment, ici, vous avez les horizons temporels et vous avez la mise en situation de fossiles. Prenons ici ce fossile célèbre, Ichthyostega, un fossile du Dévonien. Regardez, vous voyez que si vous prenez en compte la manière dont les choses sont imagées, vous avez l'impression que l'ensemble des mammifères, l'ensemble des reptiles et l'ensemble des amphibiens descendent tous de l'Ichthyostega. C'est-à-dire, vous avez l'impression, vu la manière dont cet arbre est représenté, que le fossile que l'on a trouvé, que l'on a pu dater du Dévonien, ce fossile, c'est l'ancêtre de l'ensemble des tétrapodes. Et il va y avoir une recherche de relations de descendance, c'est-à-dire que vous voyez, regardez ici, on met une succession de fossiles. Ici, vous avez l'Archéoptérix. L'Archéoptérix est représenté comme étant l'ancêtre des oiseaux actuels. Et par exemple, pour le sélacanthe, vous voyez que le sélacanthe est représenté ici comme étant le descendant, si ce n'est le représentant, du sélacanthe que vous aviez au niveau de la fin du primaire et que vous retrouvez au secondaire au niveau fossile. L'interprétation des fossiles est donc une chose suivante. On cherche les fossiles, on essaie de les mettre en place dans un arbre évolutif et on essaie de voir le parent de qui sont ces fossiles.
Donc, relation de descendance plutôt que relation de parenté. Parce que regardez, si vous regardez les relations de parenté, regardez à peu près au niveau des mammifères, regardez comment les choses sont représentées. Vous avez des traits qui tout d'un coup s'interrompent et vous voyez que vous avez un flou artistique à ce niveau-là. Qui est parent de qui ici? On n'en sait strictement rien. Qui est cousin de qui, excusez-moi? Qui est cousin de qui à ce niveau-ci? On ne le sait pas. Ici non plus. Ici non plus. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une question clé qui est posée, vous avez les traits qui s'interrompent. Cette notion de descendance va être liée à un concept important qui va être un concept qui est le concept de grade. Ce concept de grade a été donné par Huxley, l'un des admirateurs de Darwin, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et va être reprise telle qu'elle par Ernst Mayr. Je vous lis la citation que j'ai prise de Ernst Mayr, un livre qui a été écrit vers les années 60, 1960. Je donne la citation. Huxley, donc un siècle avant, hein, Huxley a introduit dans la littérature le terme excellent de grade pour désigner une étape du progrès ou une unité d'amélioration biologique. C'est-à-dire que vous voyez que le terme de grade va être un terme qui va être lié à une adaptation écologique particulière. Et vous avez, si vous prenez ce terme de grade, vous avez des grades qui vont être moins bien adaptés que d'autres. Ce sont ces grades que l'on va retrouver au niveau de la systématique. Pour cela, je vais vous présenter 2 ou 3 planches. Première planche ici, tirée d'un livre qui était classique pour, disons, les étudiants de première année en zoologie, édité vers les années 70. Et regardez, je ne vais pas le commenter plus avant, mais regardez, vous avez là parfaitement illustré la notion de grade. Vous avez des unicellulaires. Chez les animaux, vous avez des animaux aussi qui sont déterminés par 2 feuillets embryonnaires, l'endoderme et l'ectoderme seulement. Tout au-dessus, ici, ils ont 3 feuillets embryonnaires. À ce niveau-ci, ils ont 3 feuillets embryonnaires, donc ils ont un mésoderme en plus, mais ils n'ont pas de célome. Puis ici, ils ont un célome. Ils ont un célome, et vous voyez que vous avez, disons, 2 grands groupes qui sont imagés ici, toujours avec des traits qui, à un moment donné, s'arrêtent dans un flou artistique. Et vous voyez que, qu'est-ce qu'on va trouver vers le haut? On va trouver d'un côté les vertébrés et de l'autre côté les arthropodes avec les insectes. Donc vous voyez, vous avez ici retrouvé une échelle de complexité croissante. Une cellule, plusieurs cellules mais 2 feuillets embryonnaires, 3 feuillets embryonnaires sans célome, 3 feuillets embryonnaires avec un célome, et avec cette séparation vertébré-invertébré, avec en haut les vertébrés et puis les arthropodes. Et imaginez que l'on continue, eh bien on aurait mis en haut les mammifères, et puis au sommet des mammifères, on aurait mis les primates, et au sommet des primates, on aurait mis l'homme. Cette notion de grade, on va la retrouver de 2 manières, et l'une des choses sur laquelle je veux attirer votre attention maintenant, c'est la confusion qu'il va y avoir entre le présent et le passé. Ça, c'est un point qui est parfaitement clé, qu'il faut absolument que je réussisse à faire passer. Voilà, j'allais dire entre guillemets, un arbre évolutif tel que ceux qui étaient présentés après la théorie synthétique. Les chondrichtiens donnent les ostéichtiens, les ostéichtiens donnent les télostéens, etc. Ici donnent les dipneustes, et les tétrapodes sont à ce niveau-ci. Ce que je ne vais pas vous commenter, chaque bifurcation, chaque étape, etc. Par contre, ce que je veux vous commenter, c'est l'erreur logique qu'il y a dans ce schéma. Regardez, si on dit les chondrichtiens donnent des ostéichtiens,
et les ostéichthyens donnent des dipneustes. On parle de quelque chose qui s'est passé à un moment de l'histoire. Et un moment de l'histoire qui est assez ancien, c'est-à-dire qui remonte en fait au primaire. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs centaines de millions d'années en arrière. Et lorsque l'on met chondrichtien, eh bien, qu'est-ce que l'on met? On met requin, raie, chimère. C'est-à-dire que l'on met, entre parenthèses, on cite quoi? On cite des animaux actuels. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-ci, vous avez une erreur logique, qui est une erreur logique à confondre des fossiles du passé avec des organismes qui leur ressemblent beaucoup du présent. Donc il va y avoir une erreur logique sur la notion de généalogie et sur la notion de représentation de parenté. Cette erreur logique, vous allez la trouver dans un terme que vous avez tous entendu, qui est le concept de fossile vivant. Le concept de fossile vivant est un concept qui est logiquement faux. Si l'organisme est fossile, ça veut dire que c'est un organisme qui a vécu dans le passé. Si l'organisme est vivant, ça veut dire qu'on peut aller le chercher actuellement, donc il est dans l'actuel. Fossile vivant, ça veut dire que vous avez des organismes du passé qui se retrouvent, entre guillemets, tels quels dans le vivant. Ce qui veut dire que si vous avez eu des organismes dans le passé que vous les trouvez maintenant, ça veut dire qu'ils n'ont absolument pas évolué, que rien ne s'est passé. Et on sait parfaitement que c'est faux. Et pourquoi on utilise ce terme de fossile vivant? Parce qu'effectivement, vous avez des organismes du présent qui auront gardé des caractères d'organismes passés. Des caractères qui vont être des caractères de forme générale, c'est-à-dire des caractères tels que ceux que vous pouvez voir au premier coup d'œil, c'est-à-dire des caractères qui sont liés au concept de ressemblance. Il est clair que le sélacanthe que vous allez pêcher actuellement au niveau du détroit des Comores ressemble au point de vue forme au sélacanthe que les paléontologues ont décrit. Mais ce n'est pas pour ça que toute la physiologie est la même, que le système nerveux est le même, que le système de reproduction est le même, etc. etc. Alors, ces erreurs liées à cette notion de descendance et de grade, on va la retrouver, et cette planche, je la reprendrai samedi prochain, parce que ici, vous avez encore mis en évidence cette notion de grade sur, j'allais dire, l'une des dernières classifications non cladistes qui a été proposée pour l'ensemble du vivant. Ici, vous avez l'ensemble du vivant, c'est-à-dire qu'au niveau des prokaryotes, ici, vous avez les bactéries, ce qu'on appelle les protistes, les organismes unicellulaires. Ici, vous avez les plantes, vous avez les champignons et vous avez les animaux, c'est-à-dire ici les organismes qui sont les organismes pluricellulaires. Vous voyez qu'ici, vous avez deux choses. Vous avez premièrement des lignes qui vous indiquent quoi? Qui vous indiquent des chemins évolutifs. Et si chemin évolutif il y a, c'est quelque chose qui va du passé au présent. Et d'autre part, vous avez trois étages ici qui sont proposés. Ces trois étages qui représentent des étages de complexité. Vous avez des organismes dits simples bactériens, des organismes un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire des organismes avec un vrai noyau, des organismes qu'on va appeler des eucaryotes, mais qui sont unicellulaires. Et vous avez ici trois phylums qui représentent des organismes pluricellulaires, les plantes, les champignons et les animaux. Vous voyez que sur ce schéma, eh bien, qu'est-ce que l'on veut représenter? On veut représenter des niveaux de complexité. On veut également représenter des sens adaptatifs, c'est-à-dire que vous voyez les trois flèches qui sont ici, vous indiquent pour une, eh bien, c'est au niveau du type de nutrition. Ici, ce sont des organismes photosynthétiques. Ici, ce sont des organismes pour les champignons qui vont faire de l'absorption. Et ici, des organismes pour les animaux qui vont faire de l'ingestion. Vous voyez que l'on veut mettre sur le même schéma des relations de parenté
des niveaux de complexité et des lignées adaptatives. Le résultat des courses, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on ne s'y retrouve plus, et en particulier, vous voyez ici le concept important de temps est encore retraité avec une incohérence logique. C'est-à-dire que toutes les extrémités des flèches que vous avez ici, toutes les extrémités des flèches correspondent au présent. Et vous voyez bien que qu'est-ce que l'on veut dire? On veut dire que les protistes descendent des prokaryotes, mais ici on est au présent, et voilà quelque chose qui s'est passé il y a de cela peut-être 1,5 milliard d'années. Donc vous voyez bien que vous avez une incohérence logique qui se trouve sur ce schéma. Ces incohérences logiques donc, vont être critiquées au fur et à mesure, et ces critiques vont amener certains biologistes, et un en particulier qui est Willy Hennig, un zoologiste, entomologiste allemand, à proposer une série de règles logiques pour dire « je vais rechercher exclusivement les relations de parenté ». C'est-à-dire que je ne vais pas essayer sur les arbres phylogénétiques de tout mettre. Je ne vais pas essayer de mettre des niveaux de complexité, je ne vais pas essayer de mettre des niveaux adaptatifs, je ne vais pas essayer de mettre des fossiles, je ne vais pas essayer de mettre en situation les fossiles comme ancêtres, je vais chercher les règles de parenté. Si je réussis à trouver les règles de parenté, je vais avoir un arbre logique, et là-dessus, je pourrai discuter d'autres choses. Alors, maintenant, c'est cette cladistique les bases de cette cladistique que je voudrais vous exposer. Alors, les bases de la cladistique sont simples, mais j'allais dire, comme souvent, les idées particulièrement intéressantes, disons, sont simples et de bon goût, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, qu'est-ce que va dire Hennig? Il va discuter, en fait, du concept de caractère et du concept d'homologie. Donc, souvenez-vous, sont homologues des caractères qui sont hérités d'un ancêtre commun. Bon. Maintenant, il va discuter sur les caractères. Un caractère, quel qu'il soit physiologique, qu'il soit biochimique, qu'il soit moléculaire, qu'il soit morphologique, etc. Je prendrai principalement, parce que c'est plus simple, des caractères morphologiques, mais le raisonnement est le même, quel que soit le type de caractère que je prends. Eh bien, un caractère va présenter plusieurs états. Un caractère va présenter plusieurs états. Et si je prends l'idée qu'un caractère, de manière simple, présente 2 états, étant donné que je suis dans un cadre évolutif, eh bien, quand je regarde 2 états, un état dans un organisme A, un état dans un organisme B, eh bien, parmi ces 2 états, il y en a un qui va être ancien et un autre qui va être nouveau. Ce qu'on va appeler un état ancestral et ce qu'on va appeler un état dérivé. L'état ancestral, c'est l'état qui a existé à un moment chez des organismes, et l'état dérivé, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être l'état du caractère après un changement évolutif, après un événement évolutif. Alors, le point important, quand je dis un caractère présente 2 états, et il y a un état ancestral et un état dérivé, c'est que vous voyez, je ne mets pas les 2 états au même niveau. Je ne mets pas les 2 états au même niveau, puisqu'il y a un état ancien, un état nouveau, et entre ces 2 états, vous avez eu un événement clé, qui est l'événement évolutif, qui a fait passer d'un état ancestral à un état dérivé. Je prends un exemple maintenant pour illustrer mon propos. La plume des oiseaux. La plume des oiseaux, que bien sûr vous connaissez tous, l'anatomie comparée, l'embryologie comparée a depuis bien longtemps montré que la plume des oiseaux est homologue
à l'écaille que vous avez chez les reptiles. L'écaille que vous avez sur les serpents, les lézards, les tortues, les crocodiles, c'est un homologue de la plume, c'est-à-dire que la plume est comme une écaille compliquée au point de vue morphologique. D'ailleurs, pour illustrer encore plus à fond ce propos, j'attire votre attention qu'au niveau d'un oiseau, vous avez à la fois des écailles, comme celles que vous avez chez les reptiles, et des plumes. Ces écailles que vous trouvez par exemple sur les pattes, ou que vous trouvez au niveau de la tête et du cou chez les vautours, par exemple. Bien, cela vous montre que, en fait, c'est le même élément qui va se trouver sous deux états différents. Naturellement, je ne vais pas faire de longs discours pour vous dire que lorsque je regarde cette écaille et que je regarde les deux états, c'est-à-dire une écaille qui est une plaque plate ou une plume, il est évident que la plume est l'état dérivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement évolutif à un moment donné qui a fait passer l'état écaille d'écaille plate épidermique à la plume. Cet événement évolutif s'est passé à un moment donné dans un organisme donné, mais maintenant l'élément clé c'est toutes les espèces qui descendent de cette espèce qui a vécu cet événement évolutif vont présenter ce nouvel état qui est un caractère héréditaire. Naturellement, vous êtes tous d'accord, je suppose, pour dire que la plume est un caractère qui caractérise les oiseaux. Ce caractère, regardez la manière dont on va s'en servir. Voilà l'ensemble des oiseaux. Cet ensemble des oiseaux va présenter comme caractéristique le fait d'avoir une plume. Cette plume est le résultat d'un événement évolutif qui a fait passer de l'écaille à plume. Donc voilà cet événement évolutif placé au niveau d'un ancêtre. L'ancêtre est mis en place sur l'arbre, mais je ne sais rien de l'ancêtre, je ne sais pas dire qu'est-ce que c'est, quel fossile c'est, etc., etc. Non, j'ai mis cet ancêtre sur l'arbre, et cet ancêtre, c'est celui qui a vécu cet événement évolutif, passage d'écaille à plume. Maintenant, qu'est-ce que va dire Hennig? Il va dire, voilà, je me suis servi de mon état dérivé pour rassembler tous les organismes qui descendent de cet ancêtre hypothétique commun. Par contre, l'état ancestral d'où il vient, je n'en sais rien, je ne peux rien dire sur l'état ancestral, je ne peux pas m'en servir. C'est-à-dire que ce que va dire Hennig, c'est je ne vais me servir que des états qui dérivent d'un événement évolutif précis que je peux mettre en place. Si je ne peux pas mettre en place un événement évolutif précis, je ne m'en sers pas. Donc lorsque j'ai deux états à un caractère, je ne vais me servir que du partage des états de caractère dérivés. Il suffira donc de chercher ces états de caractère dérivés pour mettre en place des ancêtres et l'ensemble des descendants. De cette manière, vous voyez que je mets en place ici une partie de l'arbre qui a une caractéristique donnée. J'ai un ancêtre et j'ai l'ensemble de ses descendants. C'est ce qu'on va appeler en biologie un groupe monophylétique. Un groupe monophylétique, définition d'un groupe monophylétique. Un groupe monophylétique est caractérisé par un ancêtre et l'ensemble de ses descendants. Par contre, les états de caractère ancestraux, je ne peux pas m'en servir. Voilà ce que dit Hennig. Mais ce que faisaient les zoologistes et les botanistes avant Hennig, c'est qu'ils se servaient des états de caractère ancestraux pour faire une classification. C'est-à-dire que pour écaille, plume, voilà la grande différence qu'il va y avoir entre les deux techniques. Romer, Simpson, etc., Mayer,
au niveau de la théorie synthétique de l'évolution, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voilà, j'ai des organismes qui ont des plumes, des organismes qui ont des écailles, et je peux mettre des organismes qui ont des poils. Voilà, organismes qui ont des plumes, les organismes qui ont des écailles. Les organismes qui ont des plumes, ce sont les oiseaux, les organismes qui ont des écailles, ce sont des reptiles. Je mets les deux états au même niveau. Je mets les deux états au même niveau, alors qu'il y en a un qui est ancestral et l'autre qui est dérivé. Qu'est-ce que va dire Hénig? Hénig va dire, il y a écaille et il y a plume. Voilà, plume, je m'en sers pour faire le groupe des oiseaux. Écaille, je ne peux rien dire. Pour aller classer les autres organismes, il faut que je trouve d'autres caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, eh bien, de manière hardie, on va dire, voilà, les oiseaux, je peux en parler, c'est un groupe monophylétique. Les reptiles, je n'en parle pas. Ce n'est pas un groupe monophylétique. Ce n'est pas un groupe monophylétique. Alors, je vais maintenant, si vous voulez, continuer à vous montrer comment les choses sont réalisées. Et pour cela, je vais prendre deux planches. Une première planche ici, qui va correspondre à, disons, un cas un peu théorique où les caractères sont marqués 1, 2 et les organismes sont montrés ABC. Et ensuite, un cas plus pratique. Et après, je vous donnerai quelques éléments illustratifs du propos que je tiens. Alors, on va suivre pas à pas la logique du système. Soit à classer 3 organismes ABC. Ces 3 organismes, qu'est-ce que ça veut dire classer? Eh bien, ça veut dire que parmi ces 3 organismes ABC, il y en a certainement 2 qui sont plus proches. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces 3 organismes ont, si on remonte dans le temps, à un moment donné, un ancêtre hypothétique commun, mais il y a certainement un deuxième ancêtre hypothétique commun, soit qui va rapprocher A de B, soit A de C, soit B de C. Comment je vais trouver cet ancêtre hypothétique commun? Eh bien, je vais prendre des caractères. Les caractères numérotés 1 et numérotés 2. Et sur ce schéma, traditionnellement, on va représenter l'état ancestral par un rectangle ou un rond qui est vide et l'état dérivé par un rectangle ou un rond qui est plein. Conclusion, vous voyez, comment je vais représenter mes états? Eh bien, vous voyez, l'organisme A a pour les caractères 1 et 2 des états de caractères ancestraux. L'organisme B a un état de caractère dérivé pour le caractère 1, un état de caractère ancestral pour le caractère 2. Et l'organisme C a un état de caractère dérivé pour 1 et pour 2. Maintenant, que représente ce trait vertical ici? Ce trait vertical représente le chemin évolutif qui amène à A, B et C. Donc, j'ai placé un chemin évolutif pour chacun des organismes, j'ai passé mes caractères et mes états de caractère sur ce chemin évolutif. Juste une petite précision, quand on met les caractères 1 et 2, l'ordre n'est pas important. Hein, j'aurais très bien pu mettre l'état de caractère 2 en haut. Là, on les place, mais il n'y a pas d'ordre précis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de voir si je ne peux pas faire des rassemblements au niveau de mes chemins évolutifs. Bien évidemment, premier rassemblement que je fais, eh bien, je mets un ancêtre hypothétique commun à l'ensemble de ces organismes. Là, je fais ce que je vous avais présenté la semaine dernière, ce que Haeckel a fait, c'est-à-dire que quel que soit le moment, à un moment donné, eh bien, il y a un ancêtre hypothétique commun à cet ensemble. C'est, sur les 2 arbres ici présentés, c'est le point qui est là. Maintenant, le travail, ça a essayé de voir comment je vais regrouper mes 3 organismes. Eh bien, vous voyez, j'ai 2 possibilités. Soit je dis, voilà, 1 et 2, excusez-moi, B et C, présentent un état de caractère dérivé pour le caractère numéro 1. Donc, ils ont hérité d'un ancêtre hypothétique commun
cet état de caractère dérivé, je mets un ancêtre hypothétique commun ici, et la barre que j'ai ici me rassemble B et C avec cet état de caractère dérivé qui est hérité d'un ancêtre hypothétique commun, c'est-à-dire que cet état de caractère dérivé est homologue au sens darwinien du terme. Soit, eh bien, je considère que ici, les deux états de caractère dérivé ont été acquis indépendamment, c'est-à-dire sont ce qu'on appelle convergents. Comment je vais choisir mon arbre? Eh bien, je vais appliquer une règle simple qui est la suivante. Eh bien, je vais retenir l'arbre qui me minimise le nombre de pas évolutifs. Je retiens l'arbre qui me minimise le nombre de pas évolutifs, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je mets en place 2 événements évolutifs, alors qu'ici, j'en mets en place 3. Donc, c'est celui-ci que je vais retenir et je vais dire, bien voilà, B et C ont un ancêtre hypothétique commun qui a vécu le passage blanc à noir, et vous voyez que sur A et B, eh bien, je ne mets rien en place, bien que ici, il présente un état de caractère ancestral. Maintenant, si au lieu de dire ABC, eh bien, je prends des organismes, eh bien ici, j'ai pris exprès ce cas célèbre qui a été publié en France dans la revue La Recherche en 1980 et qui me permet d'illustrer le propos que je viens de vous tenir. Soit classé, vous voyez, un saumon, un dipneuste, c'est-à-dire un poisson qui présente 2 types de respiration, une respiration branchiale et une respiration pulmonaire, et une vache. Eh bien, quand on regarde, quand on traite les choses en état de caractère ancestraux ou en état de caractère dérivé, je ne vais pas passer du temps à vous décrire les différents caractères, mais ça va être quoi les différents caractères? Ça va être le fait d'avoir un cœur cloisonné, le fait d'avoir une respiration pulmonaire et le fait d'avoir ce qu'on appelle un membre monobasal, c'est-à-dire que le membre est rattaché à la ceinture par un seul os. Vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai 3 caractères qui me rapprochent ce dipneuste de la vache. Donc, il y a un ancêtre hypothétique commun qui est exclusif à la vache et au dipneuste et qui n'est pas un ancêtre hypothétique commun partagé par le saumon. Donc, en fait, j'ai un groupe monophylétique qui doit me rassembler dipneuste et vache. Ce groupe, c'est le groupe qu'on appelle le groupe des coanates, peu importe le terme, mais vous voyez que j'ai ici un groupe monophylétique. Si je peux rajouter bien d'autres organismes. Et à ce moment-là, ce que le cladiste va dire, surtout, je ne vais pas classer le dipneuste et le saumon en même temps. Alors que, dans la théorie synthétique de l'évolution, le dipneuste et le saumon étaient rassemblés dans la grande classe des poissons. S'étaient rassemblés dans la grande classe des poissons sur quels caractères? Eh bien, sur des caractères qui sont, ils vivent dans l'eau, ils ont un corps fuselé, ils ont des écailles, ils ont des nageoires, ils ont des branchies, etc. Tous les caractères que je vous donne là sont des caractères qui sont des états ancestraux de caractères. Vous voyez donc que si je mets au même niveau les états ancestraux et les états dérivés, je vais faire des groupes qui vont être des groupes entre guillemets adaptatifs, c'est-à-dire séparer les organismes qui vivent dans l'eau et les organismes qui sont des organismes terrestres. Ou, deuxième solution, à la cladistique, je cherche les relations de parenté et je me sers de ces états de caractère dérivés pour mettre en place des ancêtres communs hypothétiques. Naturellement, vous voyez que l'un des concepts clés de la biologie qui était, disons, dans une tradition depuis Linné et même avant Limné, est en train d'éclater, c'est le concept de similitude globale, c'est le concept de ressemblance. Il est clair que si je vous amène ici un dipneuste et un saumon, même si vous ne connaissez pas de zoologie, n'importe qui, un petit enfant, dira « Ah, ce sont 2 poissons. Ce sont 2 poissons, je les mets ensemble. » Pourquoi c'est des... Ils se ressemblent. Et en fait, les caractères qui vont permettre de trouver les ancêtres ici
ce sont des caractères qui ne sont pas évidents a priori. Je vous dis le cœur est cloisonné, ça ne se voit pas du premier coup d'œil, il fallait voir. Je vous dis il y a une nageoire qui est monobasale chez les dipneustes, il faut aller voir. Il y a des poumons, ce n'est pas évident a priori, il faut aller voir. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez le concept de similitude globale qui éclate, et j'attire votre attention sur le fait que le concept de similitude globale est lié au concept de niveau adaptatif. Donc, maintenant, eh bien, vous voyez la provocation qu'il y a, faite par les cladistes, et puis une provocation, je vais dire raisonnée, parce qu'ils étaient assez provocateurs vers les années 70, eh bien, c'est le groupe des reptiles, ce n'est pas un groupe monophylétique, ce n'est pas important en biologie. Le groupe des poissons, ce n'est pas important en biologie. Alors, quand vous avez des mots aussi, j'allais dire classiques, que reptile ou poisson, et vous dites « je ne veux plus entendre parler », bien évidemment, vous imaginez qu'il y a eu des bagarres, mais des bagarres d'ailleurs même au sens vrai du terme, puisqu'il y a eu un congrès en 72 où il y en a 4 qui se sont réellement battus sur ce concept. Alors, ceci étant dit maintenant, eh bien, je voudrais donner quelques commentaires, quelques explications. Le premier commentaire, c'est que maintenant, eh bien, on va réaliser la systématique en construisant exclusivement des groupes monophylétiques. Ces groupes monophylétiques, on les place suivant la situation d'un ancêtre hypothétique commun. Mais qu'est-ce qu'on sait sur l'ancêtre hypothétique commun qu'on met en place? Eh bien, on ne sait seulement que les états de caractère nouveaux qu'il a vécus. C'est-à-dire que l'ancêtre hypothétique commun que je mets en place ici, ici, entre le dipneus et la vache, eh bien, si on me demande qu'est-ce qui caractérise cet ancêtre, eh bien, je vous réponds, il a un cœur cloisonné, il a un membre monobasal et il a des poumons. Mais vous allez me dire, mais comment il était, comment il vivait? Je dis, je n'en sais rien. Je ne connais que ces caractères. Mais regardez, avant, là on mettait un fossile. Et je dis, non, je ne mets pas de fossile. Mais les fossiles, qu'est-ce que vous en faites? Mais les fossiles, je vais les traiter de la même manière et je vais essayer de trouver des ancêtres hypothétiques communs partagés entre les fossiles et les animaux actuels. C'est-à-dire que je vais mettre en place mes fossiles en me servant d'une règle de parenté, en essayant de trouver des règles de parenté, c'est-à-dire que je vais mettre à chaque fois les fossiles au bout d'une branche et je ne vais pas mettre les fossiles au niveau de la bifurcation. Vous voyez que c'est la grande différence entre la première technique qui est on recherche des relations de descendance, comme c'était fait au niveau de la théorie synthétique de l'évolution, et la nouvelle technique qui est on recherche des relations de parenté. C'est-à-dire, pour reprendre le transparent que je vous avais montré tout à l'heure, eh bien, au lieu de mettre l'ichthyostega à ce niveau-ci, je vais essayer de trouver des relations de parenté entre tous les phylums qui sont indiqués ici, et je vais mettre l'ichthyostega en place également, comme un groupe d'organismes, que cet organisme soit éteint ou soit vivant, peu importe, je vais essayer de le mettre en place. C'est-à-dire que vous voyez que je vais attirer mon attention sur ce qui correspond au flou artistique que je vous disais, c'est-à-dire que là, je vais essayer de résoudre les relations de parenté. Après, l'archéoptérix, je vais voir où il va se mettre là-dedans. Ici, le dimitrodon, je vais voir où il va se mettre là-dedans. Donc, c'est un travail qui est complètement différent. Alors, plusieurs conséquences, parce que je vais vous en donner plus que deux. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit immédiatement, mais je crois que je vais continuer. Alors, il ne faut jamais, quand on fait un cours, un topo, il ne faut jamais commencer à énumérer les choses, parce que si on dit 2, 3 conséquences, on en trouve une quatrième, une cinquième. Bon. Alors, le point sur lequel je voudrais attirer votre attention,
et que l'on pourra reprendre au niveau de la discussion si vous voulez, c'est une question d'épistémologie qui me paraît fondamentale, c'est la notion de modèle. J'attire votre attention sur le fait que cet arbre, ici, bon, j'ai pris un arbre, peu importe, ce sont des téléostéens, et ici, voilà, je vous ai pris ici ce qu'on appelle une matrice de caractères. C'est-à-dire que vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les organismes, et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les différents caractères avec les différents états de caractère. Cette matrice, ce tableau, c'est la manière dont je décris le réel. C'est-à-dire que vous voyez que ça, c'est, pour réaliser ça, j'ai fait un choix d'organisme et j'ai fait un choix de caractère. Lorsque j'ai fait mon choix d'organisme, j'ai choisi les organismes parmi l'ensemble des organismes qui sont sur la Terre, et ici les caractères, je suis sûr de ne pas avoir décrit l'ensemble des caractères que présentent ces organismes. Donc, ici, j'ai, si vous voulez, le réel que je vais caractériser comme étant un réel qu'on ne pourra jamais décrire de manière parfaite, et je fais un choix parmi ce réel. Ce choix parmi ce réel, c'est ce que je vais dire être ma description. L'arbre que j'ai là, qu'est-ce qu'il fait? Il me résume ce tableau. Cet arbre me résume ce tableau, et cet arbre est, suivant les données que j'ai sur ce tableau, je mets en place un ancêtre ici, 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 et je vais dire que, par exemple, ces deux poissons ici ont un ancêtre qui est ici, etc., etc. Où je veux en venir? Il est possible que si je prends d'autres organismes et d'autres caractères, je n'ai pas le même arbre. C'est-à-dire que vous voyez que cet arbre, il ne faut jamais penser que cet arbre décrit la réalité. Cet arbre représente la manière la plus parcimonieuse, la plus économique au point de vue d'hypothèse du tableau que j'ai là. Ce tableau qui est là, c'est une description de la réalité que j'ai faite. Donc, évidemment, il va y avoir des controverses. Suivant les zoologistes, eh bien, il y en a un qui va me dire « Ah tiens, tu as trouvé un ancêtre ici, ah moi celui-là, je l'ai trouvé proche de celui-ci. » Bon, alors, les deux ne délirent pas, c'est pas vrai. C'est que, eh bien, suivant le choix des caractères et des organismes, j'ai des choses qui sont en contradiction. Eh bien, parfait, essayons de résoudre la contradiction. Essayons d'augmenter le nombre de caractères, essayons d'augmenter le nombre d'organismes, essayons de voir si je n'ai pas fait une mauvaise description du réel, essayons de voir si je n'ai pas fait un mauvais choix de mes organismes. Donc, la différence qu'il y a entre ça et ça, c'est que ça, c'était quelque chose qui était, j'allais dire, entre guillemets, dans l'absolu, c'est-à-dire que à partir du moment où un maître avait dit l'Ichthyostega est l'ancêtre de l'ensemble des tétrapodes, eh bien, on répétait dans tous les bouquins et tous les cours, eh bien, l'Ichthyostega est l'ensemble des tétrapodes. C'est-à-dire que, eh bien, c'était représenté comme une donnée absolue, et maintenant on était tranquille, il fallait faire autre chose, on avait le résultat. Ici, eh bien, c'est quelque chose de relatif, c'est-à-dire que voilà, suivant l'état des connaissances actuelles, voilà l'arbre qui semble représenter le mieux les données. Mais ce n'est pas pour cela que cet arbre est obligatoirement l'arbre qui correspond au réel. Alors, maintenant, je voudrais vous donner ici deux éléments pour, je vois l'heure qui passe, pour vous expliquer ici la différence entre je vais prendre les termes cette fois-ci, entre ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Vous voyez un groupe monophylétique, vous avez un ancêtre et l'ensemble de ses descendants, c'est-à-dire qu'à chaque fois ici que j'ai ce qu'on appelle un nœud sur l'arbre, je peux définir un groupe monophylétique. Ce groupe monophylétique, ça va être, je prends un ancêtre et je prends l'ensemble de ses descendants. Ces groupes monophylétiques, je les bâtis en utilisant les états de caractère dérivés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer
si je prends en compte eh bien, mes états de caractère ancestraux. Je vais construire des groupes qu'en biologie on appelle des groupes paraphylétiques. Peu importe l'adjectif, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est la logique du système. Si j'utilise des états de caractère qui sont des états de caractère ancestraux, eh bien, je vais prendre un ancêtre et simplement une partie de mes descendants. Comme tout à l'heure, si je prends un caractère paraphylétique, eh bien, je vais prendre un ancêtre et une partie de mes descendants, c'est-à-dire que je vais mettre le saumon et le dipneus en même temps. Vous voyez que j'ai un groupe paraphylétique, j'ai effectivement un ancêtre, mais je n'ai pas pris l'ensemble de ses descendants, parce que dans le cas précis, l'ensemble de ses descendants devrait inclure la vache. Alors, qu'est-ce que va dire le cladiste? Le cladiste va dire, eh bien voilà, je fais la chasse au groupe paraphylétique. Alors, je vais prendre un exemple ici qui est absolument classique, soit la classification ici des tétrapodes. Vous avez les amphibiens donc grenouilles, crapauds, salamandres, etc. Les cheloniens qui sont les tortues, les lépidosauriens qui correspondent à l'ensemble des lézards et des serpents. Bon, les crocodiles, vous les connaissez, les oiseaux également. Ici, vous avez les mammifères, avec les monotrèmes qui sont ces mammifères extraordinaires qui pondent des œufs, comme l'ornithorynque. Ici, les marsupiaux que l'on va trouver en Australie, en Amérique du Sud, le kangourou, etc. Et les placentaires qui correspondent à la majorité des mammifères. Alors, comment classer les individus de la théorie synthétique de l'évolution, ce genre de choses? Il disait, voilà, il y a la classe des mammifères, la classe des oiseaux, la classe des reptiles et la classe des amphibiens. Que va dire un cladiste? Il va dire, eh bien, les mammifères, d'accord, les mammifères, c'est un groupe monophylétique. J'ai un ancêtre et l'ensemble de ses descendants. Les amphibiens, si je parle des amphibiens actuels seulement, c'est un groupe monophylétique. Les oiseaux, c'est un groupe monophylétique. Par contre, les reptiles, c'est un groupe paraphylétique, c'est-à-dire que vous avez ici un ancêtre hypothétique commun, et si vous faites les reptiles, vous ne prenez qu'une partie de ses descendants, ce que je refuse. C'est-à-dire que le cladiste veut dire, dans ma classification, je dois représenter les relations de parenté, donc je vais construire un groupe avec les crocodiles et les oiseaux, puis un autre groupe avec crocodiles, oiseaux et lépidosauriens, puis un groupe complet qui prend l'ensemble, c'est-à-dire que je n'aurai jamais les reptiles à part, et vous voyez qu'ici, si je regarde les oiseaux de manière plus précise, je vais casser l'ancien groupe paraphylétique des reptiles et construire un groupe que l'on appelle le groupe des archosaures, qui rassemble quoi? Qui rassemble les crocodiles et les oiseaux. Alors, ça c'est l'un des exemples que je prends toujours en cours parce que je trouve qu'il est très parlant. Vous voyez qu'il casse le concept de similitude globale, comme je vous disais. Bien évidemment, un crocodile, ça ressemble à un gros lézard. Donc, au niveau de la ressemblance, ça ressemble à un lézard, et que les anciens aient mis lézard et crocodile ensemble, on ne leur en veut pas. Mais quand on regarde les choses de manière plus précise, on se rend compte qu'il y a plein de caractères qui présentent des états dérivés communs, qui sont des états dérivés communs entre oiseaux et crocodiles. Bon, je ne vous donnerai qu'un seul caractère que je trouve très parlant, c'est le gésier. Vous savez tous que les oiseaux ont, au niveau de leur tube digestif, un gésier, c'est-à-dire une dilatation musculeuse de leur tube digestif. Lorsque l'oiseau mange, il ne mâche pas au niveau de la bouche, il l'avale, et c'est au niveau du gésier que vous avez les aliments qui sont écrasés. Les crocodiles ont un gésier également. Donc, il y a un ancêtre hypothétique commun qui a vécu l'apparition du gésier, et ce gésier est partagé par les crocodiles et les oiseaux. Alors, je peux prendre 2 minutes encore ou... Juste je voudrais terminer sur quand même vous donner
cette planche qui, je suis désolé, n'a pas de petit schéma, mais je vais m'expliquer. Cet arbre, pour vous parler des fossiles, quand même, il faut que je vous parle des fossiles, et j'en profite du fait que je viens de parler de crocodiles et de oiseaux. Si je prends les organismes actuels, j'ai ce fameux groupe des archosaures avec l'ensemble des crocodiles et l'ensemble des oiseaux. Maintenant, si je prends les fossiles, eh bien, si je prends les fossiles, je mets à ce niveau-ci quasiment tout ce que l'on appelle les dinosaures. C'est-à-dire que vous voyez que ici, sur cette planche ici, vous voyez ici un groupe représenté par les varans qui correspond aux lépidosauriens. Et vous avez ici, si vous lisez alligator, voilà les crocodiles, avec ici des crocodiles fossiles et ici un crocodile actuel. Voilà les crocodiles et voilà le nœud des archosauriens dont je vous parlais. Les oiseaux, ils sont là. Aves. Voilà les oiseaux, avec les oiseaux existants actuellement, les oiseaux actuels qui se trouvent à ce niveau-ci et qui, bien évidemment, ne sont pas tous représentés. Voilà les grands groupes de dinosaures qui sont mis en place. Les ptérosaures, ce sont ces grands reptiles volants du secondaire. Et vous avez ici les trois grands groupes de dinosaures classiques, dits les ornithichiens, ici les saurichiens, avec les sauropodes et les théropodes. Et vous voyez que les théropodes présentent avec les oiseaux des ancêtres hypothétiques communs exclusifs. Et qu'est-ce qui va se passer quand je mets en place ici mes ancêtres hypothétiques communs avec des fossiles? Eh bien, je vois quelque chose qui est absolument fascinant. Si je ne prends que les organismes actuels, que je prends les oiseaux, eh bien les oiseaux, je mets en place au niveau de l'ancêtre des oiseaux une série de caractères qui sont apparus. Ces caractères qui caractérisent les oiseaux. Si je mets les fossiles, eh bien je vois ce paquet de caractères qui tout d'un coup va venir se mettre en hiérarchie au point de vue temporel. C'est-à-dire que je vais avoir les caractères qui sont caractéristiques, excusez-moi de la répétition, des oiseaux actuels. Je les vois qui tout d'un coup se mettent en place et je vois ces caractères qui apparaissent les uns après les autres. Par exemple, l'apparition de la plume sera à ce niveau-ci et l'apparition de la plume se fait avant l'apparition des oiseaux. Alors, par contre, l'archéoptérix, qui n'est pas sur ce schéma, eh bien, va être mis en situation ici, en bout de branche. C'est-à-dire que je vais trouver des ancêtres hypothétiques communs, mais vous voyez que mes fossiles sont en bout de branche et je ne mets pas mes fossiles au niveau de ces ancêtres. Bon, je conclus maintenant en vous disant, vous voyez, qu'avec la cladistique, on va avoir l'apparition de ce qu'on va appeler la pensée hiérarchique. Qu'est-ce que c'est la pensée hiérarchique? Eh bien, la pensée hiérarchique, c'est toujours raisonner à l'intérieur d'un cadre phylogénétique et d'un arbre qui reprend les relations de parenté. Et cette pensée hiérarchique voit apparaître les états nouveaux de caractère les uns après les autres. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est hiérarchisé sur l'arbre et hiérarchisé dans le temps. Bien évidemment, maintenant que vous avez ces relations de parenté, vous pouvez revenir sur des concepts adaptatifs. Vous pouvez revenir sur les caractères des ancêtres hypothétiques communs. Vous pouvez revenir sur l'importance de tel ou tel fossile. C'est-à-dire que vous voyez que ce qui, au niveau de la théorie synthétique de l'évolution, avait été mis ensemble, tout ensemble, sur un même schéma. Ici, on va prendre un schéma qui reprend les relations de parenté, du moins celles qui représentent le mieux l'état des connaissances actuelles, et on va réfléchir sur les grades, sur les fossiles, etc., etc. Juste avant de terminer, j'ai fait exprès ici de vous prendre
comme exemple que soit des caractères théoriques 1, 2, 3, soit des caractères morpho-anatomiques. Les caractères moléculaires vont pouvoir se traiter avec la même logique. Les caractères moléculaires vont pouvoir se traiter de la même logique, et bien évidemment, alors c'est de ça dont je vous parlerai la semaine prochaine, mais bien évidemment, avec les caractères moléculaires, on va avoir une avancée extraordinaire. Quelle est l'avancée extraordinaire qu'on va avoir avec les caractères moléculaires? Eh bien, avec les caractères moléculaires, on va pouvoir comparer des organismes qui ne se ressemblent pas du tout. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'avec des caractères morphologiques, eh bien, il va falloir prendre des organismes qui, globalement, eh bien, ont le même plan d'organisation. N'oubliez pas le concept de plan d'organisation que je vous avais donné samedi dernier. Ici, avec des caractères moléculaires, on va pouvoir mettre sur un même arbre des bactéries, des champignons, des plantes, des animaux, etc. Donc, cette avancée extraordinaire donnée par les caractères moléculaires va pouvoir donner l'arbre du vivant, c'est-à-dire, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit samedi dernier, le rêve desquels va être réalisé, mais pour réaliser le rêve desquels, il va falloir avoir une logique, la logique cladistique, et des progrès importants au niveau de la biologie moléculaire, qui va donner accès aux caractères moléculaires, et le rêve desquels, on va le réaliser vers les années 80, c'est-à-dire exactement un siècle après qu'il ait mis son schéma sur place. Je vous remercie.